Dans l'œil de Pierre-Auguste Renoir nous fait entrer au domaine des Colettes, dernier lieu de vie et de travail du peintre. L'artiste y produit ses derniers chefs-d'œuvre, entouré de sa famille et de ses amis. Alors, Renoir à Cagnes, c'est l'impression quand on lit les archives, quand on lit les lettres et ce qu'ont dit ses amis, c'est la liberté. Renoir, à ce moment-là, il est libéré de toutes ses contraintes. Il va peindre beaucoup de paysages, puisque c'est ce qu'il préfère, il le dit très clairement. Il va peindre ses intimes, il va peindre quelques commandes, mais c'est très rare. Et dans le choix à la fois des sujets et dans la peinture, on peut dire qu'il a abandonné la touche impressionniste. Il est parti sur autre chose encore. C'est une grande liberté. Pierre-Auguste Renoir découvre la Côte d'Azur et sa lumière si particulière en décembre 1882. Il est en route pour l'Italie avec Aline Charigot, sa future épouse. 15 ans plus tard, alors que pour des raisons de santé, il recherche la douceur des hivers méditerranéens, il se fixe finalement, non loin de Nice, à Cagnes-sur-Mer. Pierre-Auguste Renoir découvre les Colettes à partir de son installation à Cagnes vers 1903, mais c'est seulement en 1907 qu'il achète le domaine. Il est constitué d'une ferme avec des métayers dessus et puis une exploitation agricole autour avec notamment une oliveraie. Il y a également sur le domaine, quand il acquiert, un potager, une orangeraie, et puis des petits appentis, un poulailler, enfin vraiment, c'est un domaine agricole. Petit à petit, il va acquérir les parcelles aux alentours et le domaine, à la mort de Renoir en 1919, équivaut à peu près à 10 hectares. Aujourd'hui, le musée Renoir, qui a pris place en fait à la place du domaine, eh bien, on a 2 hectares. Renoir, quand il s'installe aux Colettes, il n'existe que la ferme, qui est donc un petit bâtiment provençal typique. Renoir aurait aimé vivre dans cette maison. Aline, son épouse, préfère, elle, au contraire, une maison moderne, plutôt bourgeoise, disons. Et c'est effectivement ce que va faire Renoir. Il va construire la maison dans laquelle ils vont vivre, construite par l'architecte Jules Fèvre, architecte niçois néo-régionaliste. Il faut imaginer, on est au début du XXe siècle, c'est une maison bourgeoise avec certaines commodités qui ne sont pas chez tous les Français à cette époque-là, notamment une salle de bain. Il
il y a un office, il y a une cuisine, il y a un salon, il y a une salle à manger. Et à l'étage, plutôt le monde privé, intime, la chambre de Renoir, la chambre de son fils Claude, et puis les ateliers de Renoir. Il en fait deux, un grand atelier orienté au nord pour avoir une lumière à peu près continue toute la journée. Et puis, quelques années après, il fera construire un petit atelier avec une triple exposition qui lui permet donc, de mieux chauffer ce lieu et puis d'avoir une autre lumière beaucoup moins froide que celle dans le grand atelier qui provient uniquement du nord. Bien plus tard, vers 1916, pendant la Première Guerre mondiale, il construit un atelier qu'on a appelé l'atelier du jardin et qui est vraiment une création de Renoir puisque c'est le lieu dans lequel il va chercher cette dernière lumière qui va éclairer les toiles des dernières années. Renoir, quand il s'installe dans le midi de la France, il descend avec son épouse, Aline. Ses deux fils aînés, Pierre et Jean, eux sont déjà partis, ont quitté le domicile, ou s'ils reviennent, c'est plus épisodique. Il est accompagné de son dernier fils, Claude, le plus jeune. C'est un peu l'enfant des Colettes, le roi des Colettes même. C'est vraiment la petite cellule, Aline, Pierre-Auguste et Claude, surnommé Coco, qui vivent ici, avec également, parce que l'époque était différente, une grande domesticité. Il y a dans la maison toujours des amis de passage. C'est une maison très vivante. Il y a les fidèles, comme Albert André. Et puis les gens de passage qui viennent saluer le maître, qui est quelqu'un de très estimé à cette époque. Une journée typique aux Colettes, c'est une journée qui commence, comme le dit et comme le décrit Jean Renoir, par un réveil en douleur. Parce que Renoir a souffert toute la nuit, il est atteint de polyarthrite rhumatoïde, c'est très douloureux, il ne supporte pas les draps, sa peau est très fine, donc c'est une nuit de douleur. Il se réveille, on s'occupe de lui, toute cette maisonnée s'occupe de lui, et très rapidement, il va peindre. Les images qu'on voit de Renoir portant des bandelettes, ça n'est pas pour tenir le pinceau, mais bien pour le soulager en fait des douleurs. Il peut se blesser très facilement et donc du coup pour le protéger, eh bien, on lui appose des bandelettes. La personne qui l'aide à préparer sa palette, à préparer les couleurs, c'est Gabrielle. C'est celle qui a toute la confiance de Renoir. Gabrielle Renard, c'est une cousine d'Aline Renoir. Elles viennent du même village, dans l'Aube, à Essoy. Elle entre au service de la famille Renoir dans les années 90, à la naissance de Jean. C'est certainement le modèle le plus peint dans l'œuvre de Renoir. Le fait de peindre la journée permet à Renoir d'oublier toutes ses souffrances. Il est comme transcendé en fait.
Et le soir, quand il s'arrête de peindre, à la nuit tombée, la maladie reprend toute sa place. Ici, c'est la salle des portraits. Alors ici, on est devant un des plus beaux portraits, à mon sens, du musée. C'est le portrait de Claude Renoir, qui est né en 1901. Donc il est tout petit, il est tout jeune, hein, il a 4-5 ans ici. C'est une huile sur toile et typique de cette partie de la vie de Renoir. À la fin de sa carrière, il va peindre ses intimes. Justement, il abandonne les portraits de commande qui ont été, c'est ce qui lui a permis de vivre, hein, faire vivre sa famille. Et quand il arrive dans le Midi, en tout cas à la fin de sa carrière, il peut se permettre de choisir les sujets qu'il va peindre et Coco, Claude, sera un de ses sujets favoris. Alors, ce tableau, il a une autre histoire, si j'ose dire. C'est un MNR, un tableau qui a été récupéré après la Seconde Guerre mondiale. Il a été volé, emmené en Allemagne. Le dignitaire nazi pour lequel il était destiné avait un aide de camp qui a donc pris le tableau depuis Paris. Et puis, la guerre, les aléas de la guerre fait qu'il n'a jamais pu remettre ce tableau à son dignitaire. C'est un poids sur sa conscience. Et il va un jour voir l'évêque de Cologne et dire à l'évêque de Cologne, eh bien, j'ai un tableau qui a été volé pendant la Seconde Guerre mondiale, et il va s'enclencher tout un système pour faire revenir le tableau en France. Et donc, il est inscrit sur la liste des musées nationaux de récupération, donc c'est toutes ces œuvres spoliées et qui attendent encore aujourd'hui leur légitime propriétaire. Alors ici, on est dans la chambre de Claude Renoir, qui est aujourd'hui une des salles du musée consacrée au paysage. Ici, on est devant une toile récemment arrivée au musée qui s'appelle la Vallée de la Cagne et le Bahut de Saint-Janet. Le Bahut de Saint-Janet, c'est une montagne de l'arrière-pays qui vraiment domine le paysage et on le voit ici au centre quasiment du tableau. Il raconte bien cette première partie du séjour cagnois de Renoir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Renoir il est valide. Avec son chauffeur, il circule dans l'arrière-pays jusqu'à ce qu'un point de vue lui apparaisse. Donc là, il peint sur le motif. Ce paysage, c'est une pochade, c'est-à-dire qu'il est inachevé. Si on regarde bien, effectivement, tout en haut, on voit la toile qui apparaît.
Il a cette spécificité de peindre sur des grandes toiles et il peut peindre comme des notes sur une partie de cette toile. C'est un peu comme une sorte d'exercice que Renoir pratique très régulièrement et surtout, il le dit, il pratique à Cagnes tout ça en grande liberté et pour son plaisir. Alors ici, on est dans la chambre que Renoir occupait et qui est aujourd'hui dédiée au nu féminin, qui est un des sujets que Renoir affectionnait tout particulièrement. Ici, on est devant les grandes baigneuses, une des versions des grandes baigneuses. Il préfigure les grandes baigneuses qui sont à Philadelphie, aux États-Unis. Ce tableau, il a une spécificité, c'est qu'il est inachevé. Ça, on peut le constater assez aisément quand on s'en approche. C'est à la fois quelque part une tristesse, un tableau inachevé, et en même temps c'est très pédagogique pour comprendre comment en fait Renoir peint et comment il prépare ses toiles. On voit ici quelques coups de crayon qui posent comme ça les formes. Hein. Et après, on voit aussi les différents glacis que Renoir petit à petit applique sur sa toile et qui font émerger le sujet. Ce qui est intéressant peut-être aussi à voir sur ce tableau, c'est les tons plutôt chauds que Renoir utilise pour peindre ces jeunes femmes. On voit ici en particulier sur le visage, quand il fait monter comme ça les tons de la carnation. Là, très nettement, quand on regarde comment il pose les couleurs de la joue, tout simplement, c'est quelque chose qui est posé très rapidement et il reviendra, il aurait dû y revenir pour avoir quelque chose de beaucoup plus homogène. Et ce qu'on voit quand même déjà apparaître un peu plus sur le personnage du haut. La sculpture, c'est une surprise quand on visite le musée Renoir parce que la plupart des gens ne connaissent que le travail du peintre et rarement la sculpture. Ici, on est au rez-de-jardin de la maison du musée Renoir et qui est une partie aujourd'hui consacrée à la sculpture que Renoir a pu exécuter. Vollard, Ambroise Vollard, un de ces marchands d'art qui fréquente les Colettes, qui voit le potentiel commercial du développement des sculptures de Renoir et va convaincre Renoir de produire en fait des sculptures avec des sujets plus importants, s'inscrivant dans une plus longue histoire de l'art autour de l'Antiquité. Vollard va trouver la bonne personne, va trouver les mains de Renoir, puisque Renoir est atteint de polyarthrite, ne peut plus malaxer, ne peut plus tailler, ne peut plus... donc c'est Richard Guinaud, ce sculpteur catalan, qui va prendre ces quartiers ici.
Renoir dessine, corrige, Guinaud met en forme, met en volume, et donc ils vont pendant quelques années comme ça produire un certain nombre d'œuvres, dont cette laveuse. C'est plutôt des sujets classiques, ici une allégorie de l'eau tout simplement. On voit la rondeur du corps qui est vraiment typique de ce que Renoir aime peindre chez les femmes. Et d'ailleurs, ça fait écho, si on le regarde bien, à la laveuse qui est derrière la sculpture. Et en même temps, il y a ici tout l'apport de Guinaud, puisque c'est lui qui va prendre le linge et faire de ce linge l'appui de la sculpture. Et ça, il faut vraiment le regarder attentivement pour s'en apercevoir, puisque on comprend bien l'harmonie et la cohérence de l'ensemble de cette sculpture. Cette partie consacrée aux sculptures conserve un des plus beaux bustes du musée, c'est celui d'Aline. Et il faut, pour le bien comprendre et en apprécier toute la valeur, comprendre le contexte. En fait, Aline Renoir décède en 1915, dans des circonstances un peu particulières, puisque c'est la Première Guerre mondiale. Son fils Jean est au front, il est blessé, il a été touché par une balle, et Aline, sa mère, remonte de Cagnes jusqu'à Paris, de Paris jusqu'au front. Il faut imaginer qu'en temps de guerre, rejoindre le front, c'est particulièrement difficile. Elle s'oppose de toutes ses forces aux médecins qui veulent amputer la jambe de Jean qui commence à se gangréner. Et elle peut enfin redescendre après quelques semaines à Cagnes, mais épuisée, elle décède quelques jours après. Renoir, quelques temps après, va reprendre des toiles, des dessins d'Aline quand elle était jeune et quand il l'a rencontrée à l'âge de 20 ans à peu près. Et il va transposer ses portraits peints ou dessinés en sculpture, donc en volume. Et je trouve que c'est un bel hommage rendu à Aline qui, pour le coup, là, a l'éternité devant elle. Dans la vie de Renoir, c'est quelqu'un de très important, à la fois au début de sa carrière, quand il est impressionniste, même s'ils se sont rencontrés assez tardivement. Aline, c'est le pilier de la famille, et ici aux Colettes, c'est elle qui tient la maison, c'est elle qui tient l'exploitation. Elle est d'origine paysanne, elle vient d'Essoix, en Champagne, donc elle sait gérer une ferme. Elle va donc planter les bigaradiers, elle va récolter les fleurs d'oranger, elle va transformer les oranges en confiture. Elle va gérer le potager. Donc c'est vraiment une femme qui sait tenir une maison et qui sait tenir son personnel. Je crois que c'était une très très belle histoire d'amour, en tout cas qui a duré très longtemps, jusqu'au bout. Après le décès d'Aline, Pierre-Auguste Renoir continue de peindre jusqu'à la fin de sa vie, en 1919. Sur son lit de mort, il aurait réclamé une toile et des pinceaux pour peindre le bouquet de fleurs sur l'appui de la fenêtre. En rendant pour la dernière fois ses pinceaux à l'infirmière, le maître aurait déclaré « Je crois que je commence à y comprendre quelque chose ».
Une fois qu'il est à Cagnes, il se contrefiche de ce qu'on dit à Paris. À Cagnes, il peint pour lui, pour ses amis et pour son plaisir. C'est le moment à la fois du bonheur et de la liberté.